merci beaucoup d'être là pour cette présentation. Alors, Pierre Cucci est professeur en acoustique marine ici à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Et aujourd'hui, il va nous parler sur des méthodes acoustiques pour l'observation du paysage sonore dans l'environnement marin. Il participe au programme Mars qui vise à étudier en fait l'impact du trafic marin dans l'environnement sonore de Saint-Laurent. Il s'intéresse également aux données acoustiques obtenues par des gliders et des plateformes autonomes submarines. Alors, sans trop tarder, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas vous représenter puisque Jean-Carlos l'a déjà fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'acoustique marine et surtout de comment on utilise l'acoustique marine, comment j'utilise l'acoustique marine pour observer l'océan. Je vais vous introduire rapidement ce qu'est l'acoustique marine et pourquoi on s'y intéresse. On va démystifier un peu, on va se rendre compte que ce n'est pas si dur. Je vais vous présenter beaucoup d'applications possibles de l'acoustique marine pour l'océanographie. Et enfin, je vais parler de gliders. Les gliders, ce n'est pas nécessairement en lien avec l'acoustique marine, sauf pour moi. Donc, c'est très important, je vais vous en parler. Voilà, là, à gauche, on a un glider, et puis ici, j'ai collé un hydrophone dessus. Donc maintenant, c'est évident, c'est un très bel outil pour l'acoustique marine. Il y a d'autres instruments dessus, notamment ici, un capteur de PAR. Ça mesure la lumière disponible pour la photosynthèse, et ça introduit très bien ma slide suivante. Comment la lumière du soleil pénètre dans l'océan. Donc on a ici une coupe de l'océan, et puis on voit que la lumière du soleil pénètre. Alors selon à qui on demande, ça va être 50, 100, 200 mètres. Voilà, il faut comparer ça à la profondeur moyenne des océans, 3700 mètres. Les autres ondes électromagnétiques, donc la lumière c'est une onde électromagnétique, il y en a d'autres. J'ai fait une liste en bas là, de toutes les ondes qui se propagent très mal dans l'eau. Ça se compte en mètres, combien on se propage. Donc si on veut observer tout ça, il faut trouver mieux. Donc c'est une des premières raisons pour laquelle on fait de l'acoustique marine, c'est que l'électromagnétique ne marche pas. Les ondes acoustiques dans l'océan, on va le voir, se propagent super bien. Alors on a deux diagrammes qui ont l'air très, très identiques. Là, à droite c'est dans l'air, à gauche c'est dans l'eau. Donc les courbes se ressemblent beaucoup en basse fréquence. Donc on a les fréquences en bas, basse fréquence à gauche, haute fréquence à droite, et puis ici le nombre de décibels perdus par unité de distance quand on s'éloigne de la source. C'est des courbes très similaires. Donc les basses fréquences se propagent beaucoup mieux que les hautes fréquences. Par contre, les unités ne sont pas les mêmes. On a des dB par 100 mètres à droite, là c'est des dB par kilomètre, et puis on a un peu décalé les échelles de fréquence. Donc je vous ai mis en vert 2 points de comparaison. Donc c'est l'absorption d'un son à 1 kHz dans l'air à droite, dans l'eau à gauche. Et voilà, les coefficients d'absorption, c'est 5 décibels par kilomètre dans l'air et 0,08 décibels par kilomètre dans l'eau. Donc, on va se propager quasiment 100 fois mieux sous l'eau que dans l'air. Donc, voilà, on est habitué, nous, à vivre avec des oreilles dans un monde où on a ce type de propagation. Il faut voir que dans l'eau, l'importance du son est assez évidente. Quelques ordres de grandeur, le vent fait du bruit en agitant la surface de l'océan. Et on peut entendre le bruit du vent jusqu'à 6 km de long. Des baleines, on peut détecter les chants des baleines sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Les icebergs font du bruit. Un gros iceberg qui s'échoue en Antarctique, qui va racler le fond, on peut le détecter avec un hydrophone sous les tropiques. Et pour finir, le réseau CTPTO, c'est le but, c'est de vérifier le respect du traité de non-prolifération des essais atomiques. Donc, on met des capteurs pour être sûr que personne ne fait des explosions discrètement dans les coins. Et il suffit de 11 hydrophones pour avoir une couverture globale de tout l'océan. Voilà, donc ça donne une idée de la puissance de l'acoustique sous l'eau. Et voilà, pour résumer, l'acoustique, c'est le meilleur moyen de détecter l'environnement et de transporter des informations sur des larges distances, sur des grandes distances dans l'océan. C'est vrai pour les animaux et c'est aussi vrai pour nous. Je vais vous faire un rapide point sur ce qu'est l'acoustique. L'acoustique, c'est une source qui fait du bruit. Un son qui se propage
qu'on a dit, sur des grandes distances. Donc le son se propage. Et enfin, on a un capteur pour recevoir ce son. Le son est porteur d'informations sur la source. Donc, selon la source qui émet ce son, il y a différentes intensités, différentes fréquences, différentes variations dans le temps qui portent autant d'informations intéressantes sur la source elle-même. Le son va être modifié lors de son trajet dans le milieu. Donc, on a parlé d'absorption, il va aussi y avoir des histoires de distorsion et puis des trajets qui peuvent être complexes. Et puis enfin, la perception, selon le capteur ou selon l'oreille qu'on met dans l'eau, on ne va pas forcément percevoir la même chose. Donc, il y a des questions de gamme de fréquences audibles ou inaudibles, de sensibilité à différents niveaux de bruit, et puis de seuil seuil de détection ou seuil de douleur, par exemple. Pour finir, voilà. On peut classifier les activités de l'acoustique dans 3 grandes catégories. Alors, je vais commencer par la droite. Si on s'intéresse aux récepteurs, on se pose des questions. Alors, pas vraiment pour un hydrophone, mais pour des espèces marines, par exemple. Comment est-ce que le son est perçu? Donc, on étudie le système auditif des animaux, on va étudier leur réaction à différents sons, et puis on va faire des projets qui commencent souvent par effet du bruit sur, et puis on s'intéresse à toutes les espèces. Il n'y a vraiment pas que les baleines, on le verra tout à l'heure, tout ce qui est dans l'eau perçoit les sons et est affecté. La case du milieu en rouge, on s'intéresse à comment le son se propage dans l'environnement. On maîtrise la source, on maîtrise la réception, et on regarde comment, alors là sur mon dessin ça a un peu bougé, voilà, c'était ça que je voulais illustrer, le milieu de propagation va modifier le son. Donc ça permet d'avoir des informations sur le milieu dans lequel le son s'est propagé. Par exemple, la densité du milieu affecte la vitesse de propagation du son. Il peut aussi y avoir des obstacles à la propagation du son dans le milieu. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec du sonar. On va essayer de détecter des objets. Ça peut être la rétrodiffusion de petites particules. Ça peut être le sous-marin du voisin. On peut s'intéresser à différentes échelles. Et puis, les échos sur les bords du milieu ou du bassin de propagation, ça nous donne des informations sur la bathymétrie et la forme, ce qui se passe autour de nous, là où le son s'est propagé. Et finalement, mon côté préféré, l'acoustique passive. L'acoustique passive, on n'émet rien, on se contente d'écouter et on essaye d'en retirer des informations sur la source. Donc j'ai dit que le son était porteur d'informations sur la source, et en se concentrant bien, on peut détecter, on peut identifier, on peut localiser la source. Et bien plus encore, on peut faire un jeu si vous voulez bien. Je vais vous proposer de fermer les yeux, à part arrêter de manger, là, sinon c'est dangereux. On va fermer les yeux 1 minute et s'il y en a qui trichent, je vous vois. Ça va marcher moins bien en Zoom, mais ça ne va pas être long, je vous promets. Donc si je continue à vous parler et que vous vous concentrez sur ma voix, vous êtes capable de me suivre dans la pièce. Vous êtes capable de détecter quelqu'un qui ouvre la porte. Vous êtes capable de savoir que c'est toujours moi qui parle. On n'a pas changé de personne qui présente. Et puis enfin, là, on ne peut pas voir, mais selon les chaussures que je porte, si on se déplaçait dans une autre salle avec un sol différent ou dans une cathédrale, une acoustique différente, et vous vous en rendriez compte. Merci, vous pouvez ouvrir les yeux, c'est fini. Félicitations, vous venez de faire de l'acoustique passive, c'est pas si dur. Maintenant, on va voir comment on peut appliquer ça à l'observation de l'océan. Alors voilà, un paysage sonore, c'est ça. Donc on a vu que le son se propage très bien sous l'eau, ça se propage très loin. Et donc c'est-à-dire que si on va mettre un hydrophone quelque part, on va mesurer le son, non pas qui est émis juste à côté de l'hydrophone, mais on va entendre des sons qui viennent d'un peu partout. Et il y a une multitude de sources dans l'océan, donc là j'en ai listé quelques-unes. On va les faire dans l'ordre. Alors la glace, je l'ai dit tout à l'heure, les glaciers qui raclent le fond, là, ça fait du bruit. Les bouts de glaciers qui se détachent, ça fait du bruit aussi qui se propage assez loin. Le vent, on va pas commencer par ça. Tiens, allez, les bateaux. Alors un bateau, ça fait du bruit. On va pouvoir écouter le bruit d'un bateau. Ça se prend personne. On entend très bien un bateau. Là. J'ai un exemple de sonar militaire. Voilà, un beau son. Ça c'est un peu rapide.
un petit exemple de prospection pétrolière. Donc ça, c'est des bruits d'origine. Là, il n'y a pas encore. On prend quelques. Ah, ça, c'est les canons à air pour faire de la cité. Je vais mettre une baleine et puis après, je vais m'arrêter là. Ça, c'est une baleine à bosse enregistrée par la Mars. Voilà, là, on a des sources qui sont localisées. On peut identifier c'est une baleine, un bateau, un sonar. Donc ça, c'est des sources localisées et dont le son va se propager très loin. Et puis, il y a d'autres sources un peu plus complexes. Donc, le vent, par exemple, dont je failli parler tout à l'heure, ça fait un bruit qui est dur à identifier. Puis, c'est pas non plus en un endroit, c'est un peu différent. Là, ce que je vous ai dit, c'est du fond de pas de vent, en fait. Voilà, là, il y a du vent. Donc, la différence, c'est le même bruit de fond, pas intéressant. Et le niveau de ce bruit de fond change. Et ça nous donne des informations sur la vitesse du vent. Il y a d'autres sources. Donc, j'ai pas d'enregistrement de celle-là. Les poissons. Alors, un poisson, ça peut faire un peu de bruit. Certaines espèces de poissons font du bruit. Mais un banc de poissons, ou beaucoup de poissons sur toute une zone, qui font du bruit en même temps, ça fait ce qu'on appelle un chorus. Donc, on va pas être capable d'identifier les poissons un par un. Et on va entendre le bruit de fond, un peu comme le vent, le niveau du bruit de fond va augmenter quand les poissons mettent et les invertébrés, là, que donc en bas, on a dessiné la fameuse crevette claqueuse, c'est une source de bruit très, très célèbre, celle-là, dans l'océan. Mais il y a beaucoup d'autres espèces qui font du bruit comme ça, soit exprès pour communiquer ou pour c'est des questions de territoire ou des choses comme ça. Il y a des espèces qui font du bruit exprès. Mais elles font aussi du bruit sans faire exprès. Donc la crevette claqueuse, c'est pour manger, je crois qu'ils font du bruit. Il y en a qui font du bruit en se déplaçant. Quand on broute du corail, ça fait du bruit. Alors c'est des sources de bruit très faibles, mais en grand nombre, eh ben, ça fait donc ce qu'on appelle toujours un chorus, c'est une augmentation du bruit de fond. Et on voit ça, voilà, on va en parler maintenant. Donc là, c'est une autre visualisation du paysage sonore sous-marin. Là, on voit comment les différents sons se partagent l'espace acoustique. Alors en bas, c'est les fréquences. À gauche, on a les basses fréquences, les sons graves. À droite, les hautes fréquences. Et puis, on a différents niveaux de bruit. Les zones assurées en bas, là, c'est tout ce qui est les chorus, les sources pas identifiables une par une. Donc, c'est des sources qui vont faire juste augmenter le bruit de fond. Par exemple, un bateau. Alors, un bateau, je l'ai là, on a différents bateaux. Et puis ça, c'est le bruit du trafic maritime. Donc, si on est très loin de la voie maritime, on n'entend plus les bateaux en par un. Donc, on n'entend plus ça. Mais on entend une augmentation du bruit de fond due à la présence de cette voie maritime lointaine. Voilà. Donc, l'espace se partage. Il y a des sons qui sont au même niveau, mais en différentes fréquences, donc ils ne vont pas nécessairement se gêner les uns les autres. On est capable d'entendre les deux. Après, deux sons à la même fréquence, on entend un peu plus fort. Et voilà. Donc, pour résumer, le paysage sonore, on le découpe en trois grandes catégories. Il y a les bruits naturels, on appelle ça la géophonie, donc c'est les sources liées au processus physique. Je vais parler du vent, de la pluie, de la glace, il y a les séismes. Il y a le bruit d'origine humaine, donc c'est nos bateaux et puis nos instruments d'imagerie sous-marine, comme les sonars. Et enfin, la biophonie, le bruit de la vie sous-marine. Les baleines, bien sûr, mais pas que. Et ben, en démêlant un peu ce paysage sonore, on a rarement tout d'un coup quand même. En général, il y a moins de sources. Mais on peut démêler, et puis c'est une manière non invasive, puisqu'on écoute de très loin, et très multidisciplinaire d'observer l'océan. En bas, il y a les gammes fréquentielles de sensibilité de certains animaux marins. Ça illustre juste très bien que, quelle que soit la fréquence d'un son, il y a toujours un animal qui va être capable de l'entendre. C'est important pour tout le monde de l'acoustique marine. Alors, on revient à un paysage sonore et maintenant, on va s'intéresser à une seule source, le bruit d'un bateau. Donc ça, Jean-Carlos a parlé du projet Mars tout à l'heure. C'est une grosse partie de l'activité ici. Pourquoi on s'intéresse au bruit des bateaux? Parce qu'on n'aime pas. C'est la meilleure raison. Et puis on n'est pas les seuls. Donc là, dans le Saint-Laurent, on voit, là c'est une carte de densité du trafic maritime. C'est sur l'année 2021, la densité de bateaux. Donc on voit très bien
les voies de navigation et on voit bien que la densité de bateaux, ça prend de la place quand même. Et là, on parle que juste de l'endroit où sont les bateaux. Donc, si on imagine que le bruit qu'ils font se propage, on voit que ça va prendre encore plus de place dans le Saint-Laurent, qui n'a pas l'air si grand une fois qu'on a mis tous les bateaux au milieu. Et j'ai mis 2 espèces charismatiques, célèbres et menacées de la région. Donc le beluga du Saint-Laurent et puis la baleine noire nord-atlantique. Mais il y a aussi beaucoup d'autres espèces qui sont impactées par le bruit de la navigation. Donc, l'utilité de s'intéresser à l'anthropophonie et au bruit des navires, c'est d'évaluer la quantité d'énergie, d'évaluer le niveau de pollution sonore injecté dans l'océan par le trafic, de quantifier et de comprendre les effets sur la vie marine, et puis de voir si on peut peut-être faire quelque chose pour améliorer ça. Donc, le projet Mars, en quelques mots, ça se passe surtout juste devant Rimouski. On a mis une station de mesure pour mesurer le bruit des bateaux. Donc, on a des antennes. Voilà l'antenne d'hydrophone. On a 3 hydrophones à 3 différentes profondeurs avec une bouée de communication. Et on a mis 2 antennes ici sur la gauche de la voie. Les bateaux viennent du haut, là, ils vont vers là-haut. Donc, on a mis 2 antennes ici, 2 antennes là, et on demande aux navires partenaires de dévier un tout petit peu de leur route pour venir bien se faire écouter sur bâbord ici, puis bien se faire mesurer sur tribord et repartir. Et ça nous permet j'ai une meilleure image. Ça a été fait par Radio-Canada quand ils ont fait un sujet sur Mars. Donc là, on voit bien comment nos antennes vont vraiment scanner le bruit du bateau. On va tout écouter sous différents angles pour avoir une compréhension, une mesure excellente du bruit émis par ce navire qui passe. Et le but, c'est de mesurer. Voilà, combien de bruit il fait ce bateau. Ça, c'est la base. On veut, pour un bateau, savoir quel bruit il fait. On veut être capable de décrire toute la flotte qui opère sur le Saint-Laurent, donc pas juste ce bateau, mais tous les bateaux qui passent. Et puis, on veut que ce soit une mesure répétable, fiable, c'est-à-dire que si le même bateau se fait mesurer ailleurs, on veut être capable de comparer les mesures. L'idée et le défi au niveau mondial, là, pas juste le Saint-Laurent, c'est que quand un bateau s'est fait mesurer quelque part, il puisse avoir confiance et les autres. Enfin, il y a des questions de réglementation. Il ne faut pas faire tant de bruit faut pas faire trop de bruit pour rentrer dans un port ou des choses comme ça. Et il faut que les mesures soient fiables pour ça. Le défi, c'est que c'est pas aussi facile de mesurer un bateau que de mesurer une voiture qu'on va mettre dans un studio dans un restaurant ou quelque chose comme ça. Après ça, on va essayer de comprendre pourquoi un bateau fait du bruit. Quel bruit il fait, on l'a mesuré. Maintenant, quelles sont les sources de vibration à bord qui créent le bruit du bateau? Et voilà, donc c'est des sources, c'est des sources multiples à bord du bateau. Il y a plusieurs moteurs, et puis il y a d'autres choses qui font du bruit. Il y a les hélices aussi, entre autres. Et donc, on veut comprendre toutes ces sources de vibration à bord, voir comment les vibrations se transmettent à la coque et quel est le motif de rayonnement du bruit, donc comment le bruit est ensuite envoyé dans la mer, et comprendre les paramètres clés qui décident qu'est-ce qui fait que tel bateau fait plus de bruit que tel autre bateau. On veut comprendre vraiment quelles sont les caractéristiques mécaniques, les technologies à bord qui décident quel bruit fait les bateaux. Et les résultats attendus, c'est alors évidemment d'améliorer la compréhension, la quantification du bruit créé par le trafic maritime dans le Saint-Laurent. On va identifier des leviers pour atténuer ce bruit. Donc là, je parlais des paramètres principaux avant. Il y en a un qui est évident, c'est la vitesse. Une fois qu'on l'a montré, on peut réduire la vitesse des navires pour faire moins de bruit. Il y en a d'autres qui sont moins évidents, mais qui ont moins d'impact sur l'activité économique. Donc c'est aussi cela qu'on cherche. Et puis enfin, on va créer un modèle amélioré de bruit des navires, c'est-à-dire qu'on va être capable de simplement regarder un navire, avoir les plans de construction du navire, pas le mesurer et être capable d'estimer quand même le bruit qu'il fait. Ça permettra, donc là sur la carte, on voit plein de petits points de couleur, là, tout ça c'est des bateaux qui étaient là à l'instant où j'ai fait la copie d'écran, et on veut pour chaque bateau être capable d'estimer combien de bruit il fait. On ne pourra jamais tous les mesurer. Donc voilà, on a besoin de modèles comme ça qui permettront d'estimer le bruit rayonné par les bateaux. Une deuxième source, la géophonie, donc le bruit du vent qu'on a entendu tout à l'heure. C'est un bruit c'est pas très intéressant à écouter, mais je vous ai dit qu'on pouvait suivre juste le niveau sonore de ce bruit de fond. Et ça, en fait, on peut remonter à
du vent, juste à partir du son. Donc là, j'ai 5 semaines d'enregistrement. Donc les basses fréquences en bas, les hautes fréquences en haut. Quand c'est bleu, il n'y a pas de bruit. Quand c'est jaune, il y a beaucoup de bruit. Ça, c'est un micro, un hydrophone qui se promène, j'en parlais tout à l'heure. Il est sur un glider. Donc un hydrophone qui se promène. Et on sait qu'en regardant dans la bonne bande de fréquence, donc c'est quelques kilohertz, et ben, le bruit est majoritairement lié à la vitesse du vent. Voilà, plus de vent, plus de bruit. Et, on a pu vérifier qu'on avait les bonnes corrélations. Et ça permet de mesurer le vent sans y être. On peut mesurer le vent sans avoir besoin de mettre une bouée en surface avec un anémomètre. On a des mesures colocalisées avec des séries d'observations de profil de température, des choses comme ça. Donc on fait de l'océanographie en ayant une idée de ce qui se passe en surface comme contrainte. Et le fait qu'il n'y ait pas de bruit en surface, ça fait qu'on peut espérer aller faire des mesures dans des ouragans ou des endroits où on ne peut pas mettre de bruit, tout simplement. La biophonie, on a déjà entendu les baleines tout à l'heure, je ne vais pas les remettre. Voilà, si, on va faire revenir. Donc, on s'intéresse à des animaux qui font du bruit. On ne peut pas écouter les animaux qui ne font pas de bruit. On est quand même limité là-dessus. On peut... Excuse-moi. Ouais. Pierre, excuse-moi, j'ai juste une toute petite question là-dessus. Est-ce que vous entendez vraiment le vent ou vous entendez les vagues? Oui. Le vent, ça ne fait pas de bruit. Le vent fait du bruit, c'est un bel écoulement laminaire. Il fait du bruit que quand il interagit avec quelque chose. Donc, on entend plutôt les vagues, les turbulences à la surface. Ce n'est pas des vraies vagues qu'on verrait à l'œil, mais ça injecte des petites bulles sous la surface. D'accord, merci. Retour aux baleines. Donc, si on s'intéresse au bruit émis par les baleines ou par les animaux marins, on va pouvoir les détecter, les identifier, les compter, voir leur distribution. On peut aussi avoir des informations sur leur comportement et puis des indicateurs de leur état de santé. Là, on va faire de l'acoustique de très haut niveau encore pour la quantification. Là, on va parler de cachalot. Voilà. Là, on a un cachalot. Voilà, plusieurs cachalots. C'est pas si dur. Et ce que j'ai pu faire, rien qu'en me contentant par segment de quelques minutes, est-ce qu'il y en a 0, 1 ou plus, faire des cartes de présence ou de détection des cachalots. J'ai mis un triangle quand il y en avait un, une étoile quand il y en avait plusieurs, et puis rien quand il n'y en avait pas. Et là, on est en Méditerranée, il y a la Corse, la France, les Baléares ici. Et on a pu observer l'activité acoustique des cachalots dans le golfe du Lion, pendant l'hiver surtout. Et on a essayé de relier ça à des profils donc là, c'est des sections de température. Là, toujours le temps sur la SSX, mais c'est tout simplement la profondeur sur la SSX. Et on a pu voir que les cachalots, surtout ici, là, donc c'est les deux mesures de la gauche dans le golfe du Lion, c'est la première ligne là-bas. Et on a essayé de voir si les détections étaient pas liées à des zones ou des moments où il y a une forte activité il y a de la convection profonde qui se passe par là. Donc c'est des autres trucs très dynamiques où les tempêtes vont mélanger l'océan. Ça descend jusqu'à 3000 mètres, la coupe de mélange à cet endroit-là par moment. Et donc ça rapporte de la nourriture. Et donc ça pourrait intéresser les cachalots, pour résumer. On peut aller plus loin. Si on va un peu plus loin que 0, 1 ou plus, on peut s'intéresser à l'activité acoustique d'un cachalot ou d'une baleine à un moment. Et ça demande un peu de traitement automatique, mais ça permet de savoir si elle est en train de manger ou de communiquer. On peut compter les animaux. Et pour les cachalots, un truc chouette, c'est qu'on peut aussi avoir une idée de leur taille. Donc là, très rapidement, on s'intéresse au deuxième clic qui est là. Donc ça, c'est des clics de cachalot. À chaque fois, c'est des bandes de 2 clics parce qu'il y a le clic qui est mis par le cachalot et puis la réflexion sur la surface. Là, c'est le spectrogramme. Ici, j'ai mis la forme d'onde et j'ai zoomé sur ce clic-là en bas. Donc, on voit le clic ici et puis un petit dixième de seconde plus tard, la réflexion sur la surface. Et si on regarde, on zoome encore sur ce clic tout seul, eh ben, il est fait en fait de plusieurs pulses. Il y a des échos qui se passent dans le grand nez du cachalot. Et il y a une formule qui nous dit que ce cachalot-là faisait 12 mètres. Donc, ça ne nous permet pas de l'identifier, mais ça nous permet quand même
pendant un certain temps de le suivre. S'ils sont plusieurs et qu'ils ont des tailles vraiment différentes, on va pouvoir quand même savoir lequel on regarde. Donc on peut aller assez loin dans les informations obtenues sur l'animal rien qu'à partir de l'acoustique. Encore de la biophonie, mais cette fois on parle des animaux qu'on n'entend pas individuellement. Donc là on s'intéresse au groupe d'animaux. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est le même spectrogramme que tout à l'heure. J'avais écouté le vent à quelques kilohertz là-haut. Maintenant, on s'intéresse à des fréquences un peu plus basses et on voit des stries verticales qui ont l'air assez régulières. Si on va là-bas, moi, j'en compte à peu près 7 pendant une semaine. Donc, j'ai fait des moyennes par heure du jour et de la nuit. Et donc là, sur les 5 semaines, voilà ce qui se passe si j'ai ramené ça entre midi et minuit et puis midi. On voit qu'il y a un pic d'activité acoustique. Donc là, c'est encore le cas de on n'entend rien, mais c'est juste le bruit de fond qui augmente. Mais le bruit de fond augmente à certaines heures, et puis il y a quand même une sorte de bande de fréquence dans laquelle ça se passe, là, qui est assez remarquable. Et donc ça, j'ai pas trouvé. Je ne sais pas qui c'est, mais on s'attend à ce que ce soit des poissons ou des espèces d'invertébrés, qui vont faire chaque nuit être plus actifs. Donc, ce n'est pas forcément des bruits utiles de communication, mais s'ils mangent plus, ils se déplacent plus, ils font plus de bruit, on peut détecter leur activité. Et dans les utilités de faire ça, c'est que ça permet non seulement d'étudier l'espèce qui fait ce bruit-là, mais ça a été montré dans le papier de Lucia qu'on peut. Alors, elle s'était intéressée au bruit d'une espèce de poisson dans un herbier de Posidonie. Et en fait, on pourrait utiliser l'activité acoustique des poissons pour en tirer des informations sur l'état de santé de l'herbier. Ça devient pas mal intéressant. Ça permet Alors pour résumer, l'acoustique, pour regarder les populations comme ça, on peut suivre l'état des populations et leur activité sur plus long terme, sur des larges échelles. On n'a pas besoin d'être sur la crevette pour l'entendre. On peut suivre des animaux qui sont cachés. C'est encore une fois très non-invasif, et puis une application assez évidente, si on s'intéresse à une zone particulière, serait de l'écouter et puis de voir sur le long terme comment l'ambiance acoustique change au fil des ans et des saisons pour avoir des informations sur l'état de santé du milieu tout entier. Plus dur, 2 sources à la fois, des bateaux et du vent. Là, c'est Jeanne qui a fait ça. Donc, Jeanne fait sa maîtrise avec moi, elle va présenter ces résultats-là dans quelques mois. L'idée, c'est qu'on a regardé le bruit ambiant dans la zone, c'est à partir des données de la station Mars aussi, ça. Donc, en vert, en bas, les 4 courbes, c'est le bruit ambiant observé sous différentes conditions de vent. Vent faible en bas, vent fort en haut, comme prévu, plutôt dans les hautes fréquences, plus il y a de vent, plus il y a de bruit. Et en rouge, on a le bruit d'un bateau qu'on a mesuré, il passait à 300 mètres de la station. Alors le vent, c'est une source non localisée, on ne peut pas s'éloigner, le vent il est là, c'est tout. Le bateau, par contre, on peut s'éloigner. Et il y a une règle, donc là j'ai pris un modèle logarithmique, là, quand on s'éloigne du bateau, donc le bateau on l'a mesuré à 300 mètres, si on s'éloigne et qu'on se met à 1000 mètres, on entend 10 décibels moins fort. Si on va à 3 km, on entend 20 décibels moins fort. Donc là, si on se place dans cette zone-là où les hautes fréquences, donc qui représentent à peu près les fréquences utiles pour le beluga, si on s'éloigne à 1 km du bateau, on est 10 décibels plus bas, et là on voit que le bruit du bateau commence à être à peu près aussi fort que le bruit de vent fort. Donc, si on va un peu plus loin que ça, on se dit qu'on entend on entend le vent aussi fort que le bateau, donc c'est pas net qui fait le plus de bruit. Par contre, si le même bateau fait le même bruit un jour où il n'y a pas de vent, il va falloir se mettre à, 1000, 3000, au-delà de 3 km pour commencer à entendre le bruit ambiant dû au vent aussi fort que le bruit du bateau. Donc, pour résumer, le même navire va être entendu sur une plus grande surface autour de lui les jours de vent faible. Donc, c'est ça que Jeanne va essayer c'est là-dessus que Jeanne travaille. Donc l'idée, l'impact ou la perception du bruit des navires est différente selon les conditions de vent. Encore 2 autres sources, les bateaux, les baleines. Là, je n'ai pas de résultats, c'est 2 projets qui démarrent
qui démarre tout juste là. Il y a Coralie qui a commencé sa maîtrise à l'été dernier, et puis Théo qui arrive dans 15 jours pour faire un stage de Master 2. Dans les deux cas, dans deux zones différentes, le parc marin du Saguenay et puis Taoudrak dans le nord. Dans les deux cas, on va utiliser l'acoustique pour observer deux choses. On va observer les belugas, donc leur présence, leur comportement, et on va observer le bruit lié au trafic dans la zone. Donc voilà un peu, est-ce que le bruit du trafic est important comparé au paysage sonore naturel en l'absence de trafic. Donc l'acoustique là-dessus, le même capteur nous permet à la fois d'observer l'espèce d'intérêt et les stresseurs intéressants. Les gliders, pour finir, alors c'est chouette, je vous l'ai déjà dit, c'est à taille humaine. Bon, il suffit d'être deux, disons, pour les mettre à l'eau. C'est très pratique. On peut mettre beaucoup de capteurs dessus. Donc, je vous ai déjà parlé de l'hydrophone et du capteur de lumière. Ici, on a une CTD, ça, on va aller tout le temps là. Et puis là, on a un capteur d'oxygène. Et pourquoi j'aime tant que ça les gliders? Ils ne font pas de bruit. Ça, c'est pas très net là, ça se voit pas, mais il n'y a pas d'hélice. En fait, ça se voit, il n'y a pas d'hélice. Sur mon schéma, il n'y a pas d'hélice non plus, et pas d'hélice. Ça ne fait pas de bruit. Ça, c'est génial. La manière dont ils se déplacent, ils ont une petite bouée en bleu, là, donc ils sont capables de changer leur volume. Donc, quand ils sont en surface, eh ben, ils se compriment un peu, puis ils tombent. Donc, ils descendent celui-là, il descend jusqu'à 1000 mètres de fond, et puis avec des ailes et puis des jeux de déplacement de poids où il y en a qui ont un petit aileron, ben, le glider va exactement dans la direction où il veut. Et pendant tout ce temps-là, il tombe en avançant. Arrivé au fond, on pompe un peu pour regonfler la bouée, et on remonte. Donc le bruit, je crois que j'ai voilà, un spectrogramme qui correspond à ce schéma-là du glider. Donc toujours le temps, les fréquences en jaune quand il y a du bruit. Donc il y a du bruit quand le glider est à la surface. Ça, un peu longtemps, si on a le temps. Voilà, du bruit. Ça, c'est pas chouette pour les enregistrements. Au fond, quand on arrive au fond, je vais vous faire grâce de ça, mais il allume sa pompe et puis il fait du bruit. Voilà, on voit c'est tout jaune, là, on ne peut rien faire. Il y a trop de bruit. Et puis il remonte. Et arrivé en haut, au retour à la surface, retour au bruit de vague. Sur tous les déploiements de glider que j'ai observés, il y a 88% du temps où le glider est en train de faire pas de bruit. Donc, tant pis pour les 12% restants, mais on a 88% d'une mission de 2 mois pendant laquelle on peut très bien observer l'environnement. Donc ça, super pratique. Voilà, c'est vert. Et pour résumer, donc les gliders, ils vont travailler jour et nuit, le week-end, pendant les vacances. Ils peuvent partir pendant les missions, c'est plusieurs mois, et puis ça se compte en milliers de kilomètres. Ils se promènent entre la surface et puis, là c'est les fréquences, pardon. Ils se promènent entre la surface et jusqu'à 1000 mètres pour les plus profonds. Là, il y en a des nouveaux qui sont en train de développer qui vont à 6000 mètres. Là, ils ont une couverture spatiale et temporelle, donc assez large. Et pour les points très importants pour l'acoustique, pas de propulsion, donc pas de bruit. Et ils se déplacent très doucement, donc ils ont un bruit d'écoulement très limité et qu'on peut contrôler en plus en ralentissant. Donc encore une fois, pas de bruit. Pas de bruit, c'est bien. Voilà un glider qui se déplace. Donc il fait des petites plongées. Et puis toutes les quelques heures, il remonte envoyer des données à la surface par satellite et puis prendre des instructions. Et il repart. Et nous, pendant le temps du terrain, on est sur l'ordinateur et on attend. Donc le glider va faire des mesures pendant des mois. Et nous, on se contente d'aller le mettre à l'eau une fois et puis de retourner le chercher à la fin. Voilà la carte de mes déploiements glider. J'en ai 2 à l'eau en ce moment où on était. Je crois que celui-là, il part à l'eau bientôt et celui-là, il a été récupéré il n'y a pas longtemps. Donc, en Méditerranée, entre les Baléares et l'Algérie, on a le projet Abacus. On fait de l'altimétrie. Le glider suit la trace d'un satellite qui fait de l'altimétrie, donc, et puis ils font des trucs d'océanographie physique là en dessous pour pouvoir bien lier ce que voit le satellite à la surface et puis ce que voit le glider en dessous. Moi, j'ai rajouté un hydrophone dessus et je vais mesurer le bruit du vent, donc la vitesse du vent, le bruit de trafic, et puis on va détecter aussi des cachalots et autres dans la région.
Ça, c'est un partenariat avec l'université de Partenope en Italie et de Valence en Espagne. Et puis, un partenariat avec l'université d'East Anglia, là, pendant l'hiver. Ils ont déployé 3 gliders en mer de Ross. C'est pas dans le Carré Rouge, c'est à côté. Et l'idée, c'est d'observer, on s'intéresse aux manchots. La question, c'est que les conditions de glace changent et les manchots qui habituellement se vivaient très bien en mangeant dans une certaine Polynie se retrouvent avec des conditions changeantes et on se demande s'ils vont continuer à y arriver. Donc 3 gliders, il y en a 2 qui avaient des échosondeurs pour observer la quantité de krill disponible et il y en a un avec un hydrophone où on essaye de détecter à la fois les prédateurs des manchots, donc les orques, et les compétiteurs, les petits rorquals qui vont faire la compétition pour attraper le krill en premier. Et éventuellement, les manchots font du bruit, même sous l'eau, donc on va peut-être pouvoir entendre les manchots. Voilà pour les missions glider en cours. Et pour résumer ce qui se passe dans l'équipe d'acoustique marine de l'ISMER, alors on travaille sur les interactions entre les baleines et les bateaux avec le projet de Coralie et de Théo. On discute d'un projet en modélisation avec Florian Olanier à l'IML, où je voudrais comprendre un peu mieux l'audition de la baleine, le fait qu'elle ait 2 oreilles et comment ça peut aider à bien distinguer les bruits intéressants dans un environnement très bruité. Donc je viens d'en parler, les baleines, le vent et puis le bruit du trafic maritime en Méditerranée avec des gliders. Celui-là aussi, je viens de vous en parler, donc les pingouins, les manchots en Antarctique, le bruit de trafic dans le projet Mars, et ça, on en a parlé très très récemment avec Dany Dumont. On s'imagine aller mettre un hydrophone dans la baie du AA au Bic, avec d'autres capteurs qui observent la glace et les effets du vent sur la glace. Et donc là, je pourrais mesurer de très près, quelques mètres de profondeur, le bruit de la glace soumise à différentes conditions de vent et différentes conditions de glace aussi. Et pourquoi pas entendre aussi la vie marine benthique sur l'Amazone. Et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. C'était intéressant de voir ce que tu fais. Vous avez des questions? Étudiants là-bas. Je peux y aller. Ah non. Oui. 1000 mètres, on vise. En fait, on essaie d'aller. Les océanographes essayent d'aller doucement parce que, comme on a vu, il fait rien entre le début et la fin, donc il n'utilise pas de batterie, donc c'est chouette. Il n'y a pas que pas de bruit, il y a aussi que c'est économe. Donc sur des missions où on veut durer très très longtemps, là, celle que j'ai montrée, c'était 6 ou 7 heures l'aller-retour. En général, c'est, on va dire 4 heures pour une mission, pour une plongée à 1000 mètres, aller-retour. En Antarctique, là, ça met 5 heures, 2 heures et demie pour descendre. Ouais. Les pages de krill, ça va être juste, ça va être vraiment des données ponctuelles. On va pas avoir un paysage acoustique pour savoir à tel endroit avec ça. Ou alors, ouais, là, je ne sais pas comment ils ont fait. On peut, si on s'intéresse à la surface, on peut faire des allers-retours seulement à 200 mètres avec, en allant plus vite. Mais oui, c'est sûr que ça ne remplace pas. Enfin, les mesures avec un échosondeur sur un glider, c'est très sparse, très. Je ne sais plus. Comparé à ce qu'on va avoir depuis un bateau, ça c'est évident. Mais ça se règle. Si on veut, moi là j'ai montré quelque chose où on pouvait vraiment gagner du temps, avoir les profils le moins souvent possible, et on peut aller jusqu'à 7 heures. Les gens qui étudient les ondes internes et qui veulent voir faire plusieurs observations par cycle de marée interne, là, ils vont aller, eux, très vite. Donc ça se règle. Est-ce que tu peux remontrer la slide à propos du vent? Tu sais, l'intensité du bruit versus la vitesse du vent? Là. Ouais. Là, tu marques, c'est de 2 à 21 mètres par seconde. Est-ce que c'était les conditions que tu as
observer durant cet enregistrement? Ouais. Ou est-ce que c'est une limite physique pour Non, des vents forts c'est et que tu ce peux qu'on pas a- les retrouver? C'est ce qu'on a observé. En fait, donc, on était en Méditerranée pendant l'hiver. Il y a eu des tempêtes, non, c'est pas des ouragans, mais des belles tempêtes d'hiver en Méditerranée. On a eu des observations jusqu'à 25 mètres par seconde. Et ce qui était bon, c'est que les papiers précédents de bruit du vent sont faits dans des endroits où il n'y a pas ces tempêtes-là. En fait, et ils avaient une observation, ils s'arrêtaient à 10-15 mètres par seconde, et puis ils avaient tracé une droite. Et puis voilà, c'est la droite grise de ce qui était observé avant. Et le fait qu'avec les gliders et la Méditerranée l'hiver, on a pu observer plus longtemps, on a pu voir un changement dans le régime. En fait, il y a même, ça va même être pire après ça. Là, on met des droites, mais c'est des sections de droite. Donc, on n'entend pas le vent, mais on entend les effets du vent sur la surface, donc les petites vagues qui vont injecter des bulles. Quand il se met à y avoir beaucoup de vent, il y a beaucoup de déferlement, ça va injecter plein de bulles. Il y a beaucoup de bulles sous la surface, et les bulles d'air dans l'eau, ça agit sur le son, donc ça peut agir comme une sorte de coussin d'amortisseur. Donc il y a plus de vent au-dessus, mais comme il y a plein de bulles en dessous, et ben ça amortit le truc et ça va changer. Donc ça ne m'étonnerait pas. Il y a des missions où ils envoient là, en ce moment des. Enfin, c'est une équipe aux États-Unis qui font ça. Ils vont chasser les ouragans là, avec leur glider. À ma connaissance, ils ne mettent pas d'hydrophone dessus encore, mais ce serait bien un jour. Ça ne m'étonnerait pas que ça sature, qu'au-delà d'un certain niveau, plus de vent, ça ne fait pas plus de bruit. C'est ça que je me demandais là. Si à un moment donné ça saturait, puis ça faisait vraiment une limite. Ça ne m'étonnerait pas, mais ce n'est pas ça qu'on a vu. Là, on est allé jusqu'à 21 mètres par seconde et ça a l'air encore. Je me permets de rebondir là-dessus. Est-ce que le spectre que vous observez en fréquence, il peut être mappé sur un spectre de fréquence des vagues lui-même ou la corrélation est différente? Les spectres de fréquence des vagues, ça va être hyper basse fréquence, non, pour moi. Là, je suis à 3 kHz, c'est 3... Non, mais je comprends que c'est pas direct, mais est-ce que ça peut être mappé sur... Est-ce que tu as une loi qui te permet de faire un lien entre le bruit que tu observes et le spectre des vagues? Moi, j'en ai pas. Il y a une question, là, tout ce que j'ai fait, je me suis pas intéressé à l'état de mer. C'est la vitesse du vent, point. Et que ce soit la première heure de la tempête ou après 3 jours de tempête, eh bien, ça change rien dans mon modèle là. Alors, comme on est en Méditerranée et que les tempêtes viennent toutes de terre, alors on n'a pas le Fetch n'est pas très grand, donc on a toujours une mer plus ou moins jeune pour ces vents forts. Mais c'est sûr que la même vitesse de vent sur une houle immense ou sur une mer plate, ça pourrait. Je ne vois pas comment ça pourrait ne pas avoir d'effet. Mais ça n'a pas été mesuré à ma connaissance. Là, avec les données de la station Mars, puis la bouée IML4 qui mesure le vent et les vagues, ça pourrait être intéressant de refaire cette étude. Ouais. Après, on est encore assez. Il faut des tempêtes du vent du nord-est. Mais c'est massif avec des. Ouais. Et puis en plus, à la station Mars, on a des observations à 3 profondeurs. Donc on va pouvoir aussi. Un truc dont je n'ai pas parlé, la glider se déplace, forcément on n'entend pas la même chose quand on est à 10 mètres ou à 200 mètres. J'ai dit qu'on l'entendait quand même, oui, mais on n'entend pas de la même manière. Donc là, sur la station, on a 3 hydrophones à 3 profondeurs différentes. On a accès à des trucs intéressants. Oui, il y a une question dans la discussion. Est-ce qu'on pourrait utiliser plusieurs gliders pour localiser les sondes précisément? Et est-ce qu'il serait possible d'utiliser des gliders sous la glace de mer? Alors, pour la deuxième question, oui, c'est déjà fait, tout va bien. Et pour la première question, on peut aussi mettre 2 hydrophones sur le même glider. Ça simplifierait les questions de bien localiser les hydrophones entre eux et puis de synchronisation des horloges. Et oui, sous la glace, ça se fait. Donc, le petit challenge, c'est que le glider, il a besoin de remonter en surface pour se localiser et pour discuter avec le pilote. Mais il y a à l'Université de Washington, ils ont développé, ils allaient sur la glace en Arctique mettre des bouées à travers la glace qui envoyaient des sons. Donc, le glider pouvait détecter sous l'eau. Donc, le glider pouvait suivre les bouées sous l'eau. Ils le déployaient depuis l'eau libre au bord de la glace. Et le glider faisait des centaines de kilomètres sous la glace en suivant les bouées, puis revenait respirer une fois de temps en temps. Donc, c'est faisable. C'est un comportement qui commence à être
intégrer en option dans les gliders. Moi, il y a une question pour toi. En fait, au fond marin de Saint-Laurent, il y en a à peu près 2020 de Potmar, des volcans, des bouées. Okay. Des fois, quand on passe avec les Coriolis dans celle de Forestville, par exemple, il y a un panache de méthane qui remonte à plus de 80 mètres de hauteur. Est-ce que tu es capable de mesurer le bruit qui fait les Potmar dans tes... Emmène-moi. Emmène-moi là-bas. S'il y a un écoulement qui sort, il n'y a pas de raison que ça fasse pas de bruit. Après, faut voir s'il faut être dedans pour le mesurer. L'hydrophone n'est peut-être pas le meilleur capteur. Si ça peut s'entendre d'un peu de distance, pareil avec les histoires de canyons et puis d'écoulement de sédiments dans les canyons, là, ces choses-là, si ça fait du bruit comme une avalanche, il n'y a pas de raison que ça ne s'entende pas. Après, la question, c'est à quelle distance il faut se mettre pour être capable de le mesurer. Ça, je ne sais pas. Okay. De temps en temps, il y a des bulletins qui ne sortent pas en continu. Ouais. Sinon, ce serait trop simple. Non, c'est encore mieux, ça. Du coup, on peut détecter au moins quand il y en a et quand il n'y en a pas. Ouais, mais par exemple, celle des matins, on l'a surveillée pendant 300. Chaque fois qu'on allait, les panaches étaient là. Et donc, c'est un panache de gaz? Ouais, à 100 mètres, chaque fois, à des périodes différentes. Alors, ça veut dire que c'est quand même en continu. Alors, c'est juste pour te dire que, parce que dans ton image, tu présentes juste les baleines, les bateaux, les petits crustacés, mais il y a aussi des structures géologiques au fond là, qui font des bruits. Oui, alors c'est vrai. Une deuxième question, c'est quoi la différence entre une bouée Argo et ton glider? La bouée Argo, elle ne décide pas où elle va. La bouée Argo, elle fait des profils et puis elle dérive avec le courant au fond. Okay. Et puis après, elle remonte. On ne peut pas la piloter, on la met à l'eau et on attend. On attend qu'elle ait plus de pile et après elle meurt. Le glider, il va où on lui demande d'aller, puis il revient. Mais ça pourrait être avantageux aussi d'installer une hydrophone dans une bouée Argo. Oui, très. C'est déjà fait. Enfin, il y a des gens qui le font. Okay. Leur premier défi, c'était de récupérer la bouée justement, mais donc ils ne les déployaient pas pendant trop longtemps. Et c'est faisable, ouais, c'est les bouées, elles ont changé de nom, la BGC Argo, Bio Argo, anciennement. Okay. Ils mettaient des hydrophones dessus pour écouter. Moi, j'ai une question qui me revient, que se posait tout à l'heure. Si c'était des gliders ou des bouées Argos, oui. Est-ce qu'on arrive à transmettre les enregistrements de son qui sont assez lourds en volume lorsqu'on remonte à la surface par satellite ou on attend? Absolument pas. Non. On peut. C'est fait au niveau opérationnel dans le golfe du Saint-Laurent. Là, ils mettent des détecteurs pour les baleines noires. Et donc, il y a un détecteur à bord qui fait le traitement, qui détecte une baleine et qui envoie un échantillon, qui envoie le bout de seconde qu'il faut à terre pour qu'à terre, on puisse valider si c'est une vraie détection de baleine ou pas. Parce qu'après, il déclenche les ralentissements du trafic. Donc, on ne peut pas attendre d'avoir récupéré le glider pour faire la détection. Alors, voilà, c'est faisable. On peut envoyer des bouts, donc on peut envoyer l'instant intéressant ou on pourrait envoyer des spectres. Quand on parle de bruit du vent, là, j'ai pas besoin de tout le fichier audio pour faire ça. Il suffit d'avoir l'énergie, donc la quantité d'énergie dans cette bande-là. Ça peut se mettre à bord. Alors moi, comme je travaille pour l'instant avec des instruments qui sont juste attachés avec du gros scotch sur l'extérieur des gliders, là, j'ai aucun accès à rien. Mais maintenant, il y a des instruments qui sont intégrés au glider, donc qui peuvent être intégrés au traitement des données. On peut faire un peu de traitement à bord et puis envoyer des descripteurs intéressants du son. Mais pas le fichier audio. Dans le chat, est-ce que cher un glider? Moi, un peu Coriolis. On m'a déjà demandé cette question-là, c'est pas facile comme question. Ça coûte $200 000 à l'achat. Maintenant qu'on a des piles rechargeables, avant le gros poste de dépense à l'usage c'était de racheter des piles à chaque fois. Maintenant ils les font à batterie rechargeable, donc ça devient moins cher. Moi, tous mes déploiements, ils m'ont coûté 50 livres ou $50 parce que j'achète que les piles de mon hydrophone et puis j'accroche sur les gliders des copains. Donc, je fais des déploiements très, très pas chers. Moi. Et même maintenant, à Bacchus, là, c'est eux qui payent les piles. Donc, moi, j'ai acheté 2 hydrophones en 2012
et maintenant les gens les déploient à leurs frais. Donc ça peut être très très peu cher. Et si on veut tout faire, eh ben, il faut acheter un glider, il faut surtout être capable de l'opérer, donc il faut un système informatique pour la communication, je ne sais plus l'animation là, mais il communique avec la Terre, il faut être là pour que ça marche, quoi. Et puis il faut une équipe qui sait s'en servir et les mettre à l'eau. C'est beaucoup moins cher pour la quantité de temps passé en mer, c'est beaucoup moins cher qu'un navire de recherche. J'ai une dernière question. En fait, dans ta carte, tu présentes la densité des bateaux dans le Saint-Laurent. Oui. Est-ce que les lignes rouges, c'est la fréquence? Dans l'année 2021, c'est juste les passages, en fait, qui font. Ouais, c'est le nombre de bateaux par unité de temps sur chaque pixel, quoi. Donc, je ne sais pas, je crois que ce rail-là, c'est 8000 bateaux par an. Là. OK. J'ai pas mis l'unité. Voilà, donc c'est le nombre de bateaux par an et puis par pixel. Mais c'est juste en 2021 ou c'est total? Là, c'est juste 2021. C'est juste 2021, c'est impressionnant. Je crois, c'est le site Marine Traffic, là, j'ai l'image qui sort quand je l'ouvre. OK. Après, on peut choisir les couleurs aussi. Là, ça fait très peur parce qu'on met du rouge très foncé. On peut choisir. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même il y a des bateaux partout, quoi. On voit pas de blanc. Hein. Et puis, mais surtout quand tu vas au parc marin, là, ouais. qui c'est rouge. Là, c'est rouge. Ouais. Et on passe. C'est les bateaux de croisière. C'est pas nouveau qu'il y a beaucoup de bateaux dans le Saint-Laurent. Est-ce que, par exemple, dans le golfe du Saint-Laurent, disons qu'il y a une espèce de poisson qui passe de presque 0 à des centaines de milliers de tonnes en quelques années, ce qu'on voit en ce moment avec le Sébaste. Est-ce que ce type de biomasse-là pourrait avoir un impact, par exemple, sur la communication des plus gros mammifères? Puis est-ce que c'est le genre de questions auxquelles on pourrait répondre avec ce type de matériel-là? Alors, je ne connais pas le Sébaste. Si le Sébaste fait du bruit, alors oui, ça va avoir un effet sur le paysage sonore local. Donc, il va falloir avancer. J'ai pas la bonne... trop long là. Il va falloir rajouter le Sébaste. Bon, il y a les poissons là. C'est sûr que si on en met beaucoup plus, il y aura plus de bruit. Peut-être que là-dedans, on ne sait pas, ça va rajouter... Là, c'est là les causes de poissons. Donc, c'est qu'il y aura ça plus souvent, peut-être plus fort. Avant de dire que c'est les sébastes qui embêtent les baleines, on va falloir s'occuper des bateaux. Mais juste le fait d'avoir sans qu'il fasse nécessairement de bruit, le poisson lui-même, le fait d'avoir comme une biomasse, est-ce que ça a un impact sur la transmission du son aussi? Ouais, ok, je comprends. Ça, il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus là. S'il y avait un mur de sébaste entre deux baleines et ils ne s'entendent pas. On sait plus que ça a l'air. Mais si localement il y a un banc très dense de poissons, ça a sûrement un effet, ça va faire un petit peu d'écho, mais on n'a pas de réponse évidente à ça. Ça va être très local quand même s'il y a beaucoup plus de sébastes. Est-ce qu'une hydrophone installée sur le glider, il est impacté par la vitesse justement du glider? Oui. Le bruit d'écoulement. Quand tu as un écoulement turbulent, en fait, l'eau, elle ne bouge pas, tout va bien, le glider, il passe à travers, il agite l'eau, ça devient turbulent, ça fait du bruit. Donc, si on est derrière les ailes de glider, en fait, n'importe où sur le glider, à ce moment-là, il y a un courant, on a un courant relatif là, qui apparaît, et ça fait du bruit. Donc, ça a été étudié, en dessous de 100 Hz, ça peut être un problème. En tout cas, ça a été étudié pour le glider, au-dessus de 100 Hz, ça n'est pas un problème. Et selon la vitesse, pour les basses fréquences comme ça, donc ça a un impact sur la capacité à détecter des grosses baleines, donc baleines bleues et rancales communs, là, qui sont vraiment en très très basse fréquence. Là, il y a eu des tests où ils faisaient des gliders qui allaient vite et doucement, où ils pilotaient mal leur glider, donc ils descendaient vite et remontaient doucement. Et vous voyez vraiment des grosses différences de capacité à détecter. Mais le bon côté de ça,
c'est qu'il n'y a que la vitesse du glider qui affecte l'instrument. Si on met un hydrophone sur un mouillage, c'est la vitesse du courant qui décide. Et ça, on ne peut rien y faire. Quand il y a du courant, il y a du bruit. Le glider, il part avec le courant de toute façon, donc le seul courant, il n'y a que le courant apparent qui compte, et là, c'est toujours le même, et c'est le pilote qui décide à quelle vitesse va le glider. Ouais. Je rebondis là-dessus. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour mesurer la vitesse de l'écoulement autour du glider, puis ensuite, sachant le déplacement du glider quand il arrive à la surface, en déduire les courants eux-mêmes? C'est déjà fait sans hydrophone. Le modèle de vol du glider est assez efficace. Donc, il descend, il a des ailes, il a telle position dans l'eau, donc on sait combien il avance. Et à l'usage, un glider, il descend, donc il conduit à la boussole, les yeux fermés, là, il descend, il suit son cap, il descend, il remonte, il pense qu'il est là, il fait un point GPS, il se rend compte qu'il est là, et là, ça donne le courant moyen sur ça marche bien. Sur tout le réseau. Ouais. Pas pour autant que je sache. Ça dépend de ce qu'on cherche à résoudre, mais ça donne un courant moyen sur la plongée de plusieurs heures. Voilà, faut s'attendre à quelque chose à cette échelle-là. Mais oui, ça fonctionne. Ok, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on remercie Pierre pour cette belle présentation. Merci Juliette. Oui, merci à tous. À une prochaine conférence. Bonne fin de journée.